Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bonsoir à tous. On roule ensemble chaque jeudi soir avec Mobility TV jusqu'à 20h. Eh bien, nous allons débattre autour de la voiture et de la mobilité avec nos experts, nos invités, nos vraies voix qui font rouler la France ce soir. Karine Bonnet, directrice générale de DECRA. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, Karine Bonnet. Geoffrey Michalak, directeur technique et formation de SGS. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et puis Joël Sanseigne nous a rejoint, vice-président contrôle technique Mobiliance et gérant de centre de contrôle en Franche-Comté. Bonsoir Joël Sanseigne. Bonsoir à vous. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et nous allons parler d'un sujet très intéressant, le contrôle technique. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes par rapport aux rendez-vous, des rendez-vous. C'est ce que vivent un petit peu en ce moment les Français avec le passeport et la carte d'identité. C'est ce que les automobilistes français ont vécu il y a 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, Karine Bonnet, tout va bien on peut avoir un rendez-vous facilement si on veut faire réviser sa voiture, si on veut procéder au contrôle technique. Alors, tout va bien ? Tout va bien pour le contrôle technique. Effectivement, on peut prendre son rendez-vous dans les délais. L'embouteillage qu'il y a eu, c'était surtout le fait qu'il y a 2 ans, au mois d'avril, les centres étaient fermés dû à la pandémie et pour protéger les automobilistes d'une autre façon. Parce que le contrôle technique, on protège l'automobiliste. Là, c'est pour protéger tous les usagers de la route et les citoyens. Donc effectivement, au mois d'avril de cette année, il a été très très calme. Et là, on retourne à la normale. Et effectivement, on peut prendre rendez-vous assez facilement dans les centres de contrôle. Alors Joël Sanseigne, rappelons quand même que le contrôle technique, il n'y a pas de convocation. On n'est pas convoqué à faire réviser sa voiture. C'est à notre propre initiative, Joël Sanseigne. Oui, tout à fait. Donc on prend rendez-vous, en général, tous les centres bien organisés envoient un petit courrier de rappel aux clients qui sont passés il y a 2 ans. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est passé il y a 2 ans, puisque la route est fermée. Oui. Mais aujourd'hui, on va avoir énormément de monde sur le mois de juin. Donc, il faut essayer d'anticiper un petit peu, comme disait Karine. Oui, anticiper, en tout cas le faire à échéance et effectivement l'anticiper, c'est-à-dire qu'il faut respecter aussi l'échéance du contrôle technique, comme le disait Joël. Tous les centres, tous les réseaux, on envoie des courriers, des SMS, des emails pour rappeler justement, pour bien faire son contrôle technique à date d'échéance, qu'il est valable que 2 ans. Mais là, sur le mois de mai et juin, effectivement, il risque d'avoir beaucoup plus de monde, puisqu'il y a 2 ans, ceux qui ne pouvaient pas venir en mars et avril sont venus en mai et juin. Donc, et puis on s'approche des vacances d'été aussi. Voilà. Et on s'approche des vacances d'été, qui sont une période de transhumance, et notamment les gens, peut-être du fait que la pandémie est, espérons-le, derrière nous, ils vont utiliser leur voiture pour partir en vacances. Donc d'où l'importance aussi de faire contrôler son véhicule avant de faire la route, avant de prendre la route. Rappelez, si on n'est pas à jour, on n'a pas fait son contrôle technique. Quel est le montant de l'amende ? 135 €. 135 €. Et en plus de ça, vous mettez la vie des autres en danger. La vôtre et celle des autres. La vôtre et celle des autres. Évidemment. Revenons sur le contrôle technique, mais en 2022, voilà, la nouvelle version. C'est quoi le temps, les prix, les révolutions réglementaires ? Tiens, en quelques mots, Geoffrey Michalak. Alors, pas de révolution, je dirais, en 2022. Globalement, le contrôle technique, c'est quelque chose qui évolue de manière permanente. Il y a eu une grosse mise à jour en 2018, dont on a beaucoup entendu parler, puisque c'était une nouvelle directive européenne qui est entrée en application en 2018 avec des nouveaux points de contrôle. Maintenant, là actuellement, le contrôle technique vit plutôt une période d'évolution pour suivre finalement l'évolution du parc de véhicules. Donc le contrôle technique évolue constamment. L'année prochaine, par exemple, on va commencer à mesurer les consommations de carburant, en tout cas enregistrer les consommations de carburant et les consommations d'énergie des véhicules. Donc ce sera une nouveauté. On va aller vérifier l'e-call, le dispositif d'appel d'urgence des véhicules. Donc en fait, le contrôle technique suit les évolutions technologiques des véhicules au fur et à mesure. Rappelons quand même pour ceux qui nous écoutent ce qui faisait partie de cette nouvelle version donc du contrôle technique en 2018. En 2018, on va dire les grandes évolutions, c'était d'abord l'arrivée d'une défaillance critique, c'est-à-dire que à l'issue du contrôle technique, la sanction la plus sévère, c'est l'interdiction de circuler. Jusqu'à présent, c'était simplement d'être mis en contre-visite et on avait 2 mois pour circuler. Depuis 2018, lorsqu'il y a vraiment une défaillance grave, on interdit la circulation du véhicule immédiatement. Alors qu'est-ce qu'on appelle défaillance grave ? C'est par exemple, c'est un essieu qui ne freine pas du tout.
c'est aucune ampoule de frein qui ne fonctionne. C'est un pneu qui est usé jusqu'à la corde. C'est des défaillances qui peuvent engendrer un accident immédiatement à l'issue de la sortie du centre. Et donc, pour ces véhicules, il n'est plus possible de circuler. Donc, c'était la grande révolution. Et aussi une refonte complète de tous les points de contrôle, avec l'idée que le but, c'est également de prévenir. C'est-à-dire, le but, c'est que le contrôleur analyse la défaillance et qu'il décide si c'est effectivement grave ou pas, si ça risque d'évoluer dans les 2 ans qui viennent jusqu'au prochain contrôle technique, et du coup d'adapter le niveau de gravité de la défaillance en fonction de son jugement. Joël Sanseigne et Karine Bonnet, s'il fallait encore changer, faire des mises à jour, puisque c'est l'expression que vous avez employée, s'il fallait mettre à jour le contrôle technique, qu'est-ce que vous changeriez, qu'est-ce que vous affineriez, Joël Sanseigne, et puis juste après Karine Bonnet? Alors, comme disait Geoffrey, c'est vrai qu'on a déjà eu une très bonne évolution en 2018. Ce qui est apparu aussi, alors en étant un petit peu dans la région montagne du Jura, on a eu la corrosion perforante qui a été une sanction aussi. Donc aujourd'hui, le contrôle évolue. Il va suivre l'évolution des voitures. C'est sûr qu'avec l'hybridation, avec toutes ces choses-là, on fait travailler la réglementation pour que ça suive. Sachant que les véhicules, on les voit toujours à 4 ans. Et donc, on a, par rapport à un véhicule neuf sorti aujourd'hui du constructeur avec ses obligations, on a 4 ans pour mettre aux normes, mettre notre réglementation aux normes pour pouvoir contrôler nos véhicules modernes. Karine Bonnet. Oui, pour compléter tout ce qui a déjà été dit et pas faire des répétitions, on contrôle déjà aujourd'hui différents types de véhicules, notamment au niveau des énergies. Les véhicules électriques, moins d'1%. C'est pas beau. Ça représente à peu près le parc roulant. Beaucoup d'hybrides quand même. Là, effectivement, on a un contrôle technique avec beaucoup d'hybrides. On suit les évolutions effectivement technologiques, comme le disait Geoffrey, comme le disait aussi. Après, il y a des particularités géographiques sur les défaillances qu'on rencontre. Ce qui est important aussi, c'est que de l'axe sécurité routière, le contrôle technique a évolué aussi sur la notion de protection de l'environnement, à la fois sur son côté préventif, sur la mesure des émissions polluantes des véhicules thermiques. Donc ça, c'est important et ça va se renforcer. Et c'est vrai qu'on doit aussi accompagner la transition écologique ou le verdissement, comme on appelle, du parc. Donc la réglementation va dans ce sens et les prochaines évolutions vont aller aussi dans le sens à la fois des évolutions technologiques, mais aussi des demandes de la société sur la partie environnementale. Et après, effectivement... Ce qu'on peut dire encore sur les évolutions à venir, c'est après des points qui sont pas forcément visibles du grand public, c'est sur l'affinage justement sur la partie des émissions polluantes, et puis avec l'évolution technologique du parc automobile sur l'électrification ou l'hybridation, là aussi ça veut dire qu'il y a peut-être des nouveaux points de contrôle, l'électronique embarquée également, tout ce qu'on appelle les systèmes de sécurité actifs, les systèmes ADAS, tous ces systèmes intelligents embarqués, il va falloir aussi continuer à les contrôler, à remonter des informations, à voir s'ils sont en bon fonctionnement, en bon état de marche. On va revenir justement dans quelques minutes sur toutes ces évolutions sur le parc automobile, indéniablement, qui va changer avec le tout électrique. On va revenir également sur les enjeux du contrôle technique. Vous en parliez, la sécurité routière, l'emploi, mais également l'environnement. Très important. Tout sur le contrôle technique ce soir, tout savoir sur le contrôle technique. On continue d'en parler avec Karine Bonnet, Geoffrey Michalak et Joël Sanseigne. Ne bougez pas, on revient très vite, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobility TV et jusqu'à 20h, donc les vraies voix qui font rouler la France. À mes côtés, Karine Bonnet, directrice générale de DECRA, Geoffrey Michalak, directeur technique, formation de SGS France, et puis Joël Sanseigne qui est avec nous, vice-président contrôle technique Mobiliance, gérant de centre de contrôle en Franche-Comté. On va parler des enjeux du contrôle technique. Alors, on en a parlé un petit peu avec vous, Karine Bonnet, sur la sécurité routière, évidemment. Le but quand même du contrôle technique, le contrôle technique, rappelons, à 30 ans, Karine Bonnet. Oui, il a 30 ans. C'est-à-dire qu'avant, clairement, il n'y avait aucun contrôle technique, on se retrouvait avec des voitures qui, on peut le dire, étaient des cercueils roulants, des épaves. Aujourd'hui, heureusement, ça a bien changé. Ça a bien changé, d'ailleurs, on le voit bien, oui, il a 30 ans. Donc 92, le contrôle technique obligatoire pour les véhicules, avec une périodicité qu'on connaît aujourd'hui. Alors elle a évolué, donc on le fait au bout de, première fois, entre 3 ans et demi et 4 ans du véhicule, puis après tous les 2 ans. Mais il y avait déjà eu en 89 du contrôle technique en France, mais sur la partie transactionnelle, c'est-à-dire dans le cadre de vente de véhicules. Donc
c'est un métier qui est récent. Et effectivement, on a vu aussi l'évolution de la partie sécurité routière, donc tous les points de contrôle, l'introduction aussi progressive des émissions polluantes à contrôler, sur les problématiques d'environnement. Voilà, il y a d'autres évolutions, effectivement, et l'axe prévention. Donc on parlait de sécurité routière, protection de l'environnement, et l'axe préventif, puisque dans les défaillances qu'on relève, il y a effectivement, on a parlé tout à l'heure, Geoffrey, des critiques et des majeures, donc le degré de danger immédiat ou différé que représentent ces défaillances, mais il y a également aussi toutes les défaillances mineures qui donnent pas lieu à une contre-visite, mais qui indiquent clairement à l'automobiliste les petits points d'attention ou de vigilance sur tel organe ou telle fonction du véhicule qu'il va falloir soit réparer ou entretenir, ou en tout cas changer avant que ça vienne une casse ou un problème plus important, donnant lieu après à des réparations plus coûteuses. Et puis forcément le parc automobile va changer puisqu'on est censé passer au tout électrique après-demain, c'est en 2035. Tiens, Geoffrey Michalak, est-ce qu'on est prêt au niveau du contrôle technique à passer au tout électrique dans une dizaine d'années, dans 13 ans? Alors en fait, ce que nous vivons dans le contrôle technique est un petit peu différent de ce qu'on voit à la télé ou à la radio. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de véhicules hybrides, de véhicules électriques, etc. En contrôle technique, on voit des véhicules qui ont en moyenne 12 ans. Donc autrement dit, aujourd'hui, on a encore 65% à peu près des véhicules qui se présentent en contrôle technique qui sont des diesels et à peu près le reste qui sont des essences. Et donc les véhicules électriques ou hybrides ne représentent qu'une infime partie des véhicules contrôlés lors du contrôle technique. Donc ça, c'est notre réalité. Ensuite, aujourd'hui, le contrôle technique s'est déjà adapté pour accueillir ces véhicules. Et donc, il y a des contrôles spécifiques pour les véhicules hybrides ou pour les véhicules électriques. On vérifie, par exemple, que tous les systèmes de batterie, de liaison haute tension, de prise sur les véhicules électriques sont en bon état. Donc il y a des premières vérifications qui sont faites. L'avenir sera de se concentrer sur la batterie, qui sera de toute évidence un élément très important, y compris dans la valeur d'un véhicule. Un véhicule électrique qui aura 10 ans, ce sera surtout l'état de sa batterie qui définira sa valeur sur le marché de l'occasion. Et donc le but, c'est de travailler sur ce sujet pour que lors du contrôle technique, on puisse donner une évaluation de l'état de cette batterie. Geoffrey Michalak, tiens, quelle part de voitures hybrides ou électriques vous recevez chez vous? Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1% à peu près des véhicules contrôlés. Donc, quasi nul, quoi. Oui, quasi nul. Joël Sanseigne, vous, j'imagine que là où vous êtes, est-ce que vous avez quand même un petit peu de voitures hybrides ou électriques autour de 1%? Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors, on est concerné comme les autres, à peine moins que 1%, même pas 1%, puisqu'on est en campagne, donc on est encore moins concerné. Est-ce que vous vous y préparez? Est-ce que vous vous y préparez? Mais voilà, tous les contrôleurs sont prêts, tous les contrôleurs sont formés à l'électricité, donc on les briefe et on les suit tous les ans en formation pour maintenir l'agrément et accepter tous ces véhicules-là, même s'ils sont peu nombreux aujourd'hui. Parce qu'il faudra donc, Karine Bonnet, évidemment, contrôler les voitures électriques, mais aussi accompagner les autres. Oui, c'est déjà le cas aujourd'hui. Nos contrôleurs, comme disait Geoffrey, le parc moyen contrôlé, il a 12 ans. Donc, on voit de toute forme d'énergie, toute forme de modèles de véhicules, avec des thermiques, des hybrides, aujourd'hui des électriques. Donc, on a déjà l'habitude de contrôler. Est-ce qu'il y a une formation en plus pour les contrôleurs? Alors, oui. Par rapport à la voiture électrique? Oui, alors c'est depuis 2013, il me semble 2013, que dans la formation initiale, il y a effectivement un volet sur la partie électrique. Donc ça, c'est une obligation. Tous les contrôleurs doivent pouvoir former des véhicules électriques, ce qui n'est pas vrai par exemple pour les véhicules gaz. Une habilitation supplémentaire. Donc oui, ça veut dire que depuis 2013, on a déjà anticipé, donc le métier du contrôle technique a déjà anticipé de pouvoir contrôler ces véhicules électriques et hybrides, puisqu'en 2013, on en voyait encore moins que 1% qu'on a aujourd'hui dans nos centres. Mais il y aura moins le volet environnement. Si on se projette en 2035, le contrôle technique aura moins de soucis à se faire quant à l'environnement. Alors, donc ça fait dans 13 ans. Dans 13 ans, Dans 13 ans, je pense... Si jamais on respecte les dates. Oui, voilà. Mais je ne pense pas que dans 13 ans, 100% du parc que nous contrôlerons sera en électrique. Sincèrement, je ne pense pas. Parce qu'il y a toujours ce décalage. Nous, on contrôle des véhicules qui ont... à moins que la fréquence change à un moment donné, mais déjà, il y a la durée de détention des véhicules qui est plus longue par les automobilistes. Ils les gardent plus longtemps, en meilleur état. C'est aussi un des axes de la contribution du contrôle technique à pouvoir conserver des véhicules plus longtemps. Et puis nous, on les contrôle au bout de 3 ans et demi, 4 ans.
Donc, et je ne suis pas sûre que dans 13 ans, on soit à 100% du parc qui soit électrique, hybride. Ouais. Dans nos centres de contrôle, encore une fois. Hein, quand on voit que voilà, on est aujourd'hui, c'est encore que à peine 1%. Geoffrey Michalak, tiens, parlons avec vous et avec Karine Bonnet également, Joël Sanseigne, pour terminer cette deuxième partie, de cette pénurie de contrôleurs, puisqu'il y a une pénurie de contrôleurs claire et nette en ce moment, qui est due à quoi, Geoffrey Michalak? Alors, on rencontre des difficultés à recruter des nouveaux contrôleurs depuis depuis quelques années, depuis 2018. C'est du fait que tout à l'heure, je parlais d'une nouvelle directive qui a été mise en place en France. Elle a eu pour conséquence également de changer les prérequis pour devenir contrôleur technique et d'imposer des nouveaux diplômes. Et donc, aujourd'hui, pour devenir contrôleur technique, il faut avoir le diplôme, enfin quelques diplômes qui sont éligibles, alors qu'avant, il suffisait d'avoir, par exemple, de l'expérience en mécanique automobile. Ça suffisait pour devenir contrôleur technique après une formation. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, finalement, quel diplôme aujourd'hui? Concrètement, il faut pour être contrôleur technique. C'est le bac professionnel en maintenance des véhicules avec une option liée aux véhicules industriels, aux poids lourds ou aux voitures particulières. Donc c'est précisément ces diplômes-là qu'on cible. Et donc forcément la source de personnes éligibles pour devenir contrôleur technique est beaucoup plus faible qu'avant. Donc on a plus de mal à recruter des contrôleurs. Néanmoins, aujourd'hui on forme beaucoup de contrôleurs, mais c'est vrai que le marché a besoin d'environ 800 à 1000 contrôleurs supplémentaires en France. Donc pour tous ceux qui ont un bac pro, qui vont être diplômés dans quelques semaines, en tout cas il y a des débouchés dans le contrôle technique. C'est important de le souligner. Oui, Karine Bonnet. Oui, il y a des débouchés, puis c'est un métier qui n'est pas délocalisable. C'est-à-dire qu'il faut faire son contrôle technique, venir dans les centres de contrôle, donc c'est pas délocalisable. Et puis pour un contrôleur, il y a une évolution possible, après chef de centre, ou devenir son propre gérant. Et d'ailleurs, comme on disait que le métier a 30 ans, nos gérants de centres de contrôle technique, dans les 2-3 années à venir, vont être aussi un certain nombre à partir à la retraite, et donc on va encore accroître le besoin de contrôleurs. Et pour compléter ce que disait Geoffrey, effectivement sur l'élévation des prérequis qui a réduit la source de candidats possibles, cette révélation également des prérequis empêche aussi la reconversion professionnelle. Puisque bien souvent, les contrôleurs techniques étaient issus soit d'expériences dans la mécanique automobile ou des experts automobiles qui suivaient bien sûr après une formation initiale pour devenir contrôleur technique, mais ils n'étaient pas obligés d'avoir le bac professionnel. Donc on perd aussi toute cette source de reconversion professionnelle. Vous le sentez ça, Joël Sanseigne? Est-ce qu'elle est déjà, cette pénurie de contrôleurs, est-ce qu'elle est déjà palpable? Est-ce que vous rencontrez déjà de grosses difficultés? Ou comme le dit Karine Bonnet, ce sera dans les 3-4 ans à venir? Non, il y a déjà des... C'est déjà actuellement, on recherche, comme disait Geoffrey, on recherche tout le monde, tous mes collègues recherchent des contrôleurs. Et ça fait déjà, depuis 2018, il y a le changement de réglementation, le temps des départs en retraite, les choses comme ça. Et c'est depuis 2020 qu'on est en pénurie, qu'on n'arrive pas à former de contrôleurs. Et donc, des départs en retraite, les démissions, les successions, tous les changements, les évolutions du parc, donc ils demandent aussi plus de contrôleurs. Et tout ça nous fait qu'on est tous en recherche de contrôleurs. Quelles seraient les conséquences d'ici 3 ans? On a bien compris que ça va devenir, la difficulté allait s'agrandir. Il y a des centres de contrôle qui pourraient fermer, par exemple, Karine Bonnet, faute de contrôleurs. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a des centres qui ont fermé provisoirement, là, du fait d'avoir un manque de bras. Quand je dis fermer provisoirement, c'est-à-dire d'avoir rétréci l'amplitude horaire d'ouverture, par exemple. Et puis c'est des petites unités quand même économiques. La moyenne, c'est 2 contrôleurs par centre. S'il y en a un qui est malade... du fait qu'on ne puisse pas recruter, c'est compliqué. Mais pour l'instant, ça n'impacte pas les automobilistes. C'est-à-dire que nous, on ne s'en rend pas compte. Non, les automobilistes ne s'en rendent pas compte, mais l'impact, il est sur les gérants de centres de contrôle technique qui ont à gérer leur entreprise. C'est une gestion d'entreprise avec la planification. Et justement, si on veut pas qu'il y ait d'impact sur l'automobiliste, il faut fluidifier les agendas et donc avoir une planification des contrôleurs qui soient disponibles et puis en respectant bien sûr tout un volume d'horaires quand même. Geoffrey Michalak, est-ce que il y a assez de communication autour de cette nouvelle réforme, du fait qu'il faut maintenant un bac pro pour être contrôleur technique? Est-ce que les jeunes le savent? Est-ce que
ce n'est pas aussi votre rôle d'aller dans les lycées, par exemple, pour aller expliquer qu'il fallait prendre une décision rapidement parce qu'il y a un bac pro à passer? Oui, tout à fait. Alors, alors, je pense que je peux parler pour l'ensemble de la profession et de l'ensemble des opérateurs. On a tous des lycées qui sont partenaires de nos enseignes respectives, avec lesquels on travaille. Donc, ils sont parfaitement au courant. Ensuite, très clairement, le contrôle technique n'est pas un métier dont la notoriété est très importante. C'est rare qu'en demandant à un jeune de 15 ans ce qu'il veut faire quand il sera grand, qu'il vous dise contrôleur technique. Néanmoins, c'est un métier qui est passionnant. Moi, en tout cas, je le fais depuis 20 ans avec plaisir. Donc, qui suit les évolutions des véhicules, comme je le disais tout à l'heure, donc dans lequel il y a énormément de diversité aussi. Et comme le disait Karine, qui permet de commencer en tant que contrôleur technique et de finir chef d'entreprise dans un délai et avec une faisabilité tout à fait raisonnable, avec des investissements qui sont également raisonnables. Donc, c'est quand même un métier qui propose, pour ceux qui en ont envie, une évolution intéressante et où on peut faire sa carrière sans problème. Allez, vous ne bougez pas. Karine Bonnet, vous restez avec nous. Geoffrey Michalak, Joël Sanseigne, les vraies voix qui font rouler la France. Troisième partie, c'est dans quelques minutes. Tiens, Jérôme Loubert nous rejoindra, directeur du développement Europe de Flex Fuel Energy. On parlera pouvoir d'achat avec lui. Tiens, comment garder une voiture en bon état et longtemps. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. C'est avec Mobility TV sur Sud Radio et jusqu'à 20h encore pour quelques minutes, les vraies voix qui font rouler la France. Karine Bonnet, directrice générale de DECRA, est avec nous. Geoffrey Michalak, directeur technique et formation de SGS France. Et puis Joël Sanseigne, vice-président contrôle technique Mobiliance, gérant de centre de contrôle en Franche-Comté. On accueille tout de suite Jérôme Loubert qui nous a rejoint. Bonsoir Jérôme Loubert. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. C'est un plaisir. Directeur du développement Europe de Flex Fuel Energy. Tiens, pour commencer, Jérôme Loubert, qu'est-ce que Flex Fuel Energy ? Flex Fuel Energy Développement est une entreprise française depuis 2007 qui développe des technologies qui permettent de faire à la fois des économies de carburant et des économies sur les émissions polluantes. Soit les deux, soit l'un des deux, au travers de deux technologies, la dépollution moteur par injection d'hydrogène et d'autre part, l'autre technologie principale qui avait donné son nom à l'entreprise, ce sont les boîtiers Flex Fuel de conversion à l'éthanol. Ah oui, alors ça en ce moment, évidemment, avec la flambée des prix à la pompe, j'imagine que vous y attelez beaucoup et beaucoup de Français se demandent pourquoi le gouvernement ne propose pas comme ça de trouver des solutions et d'aider les Français à passer à l'éthanol, en tout cas même à financer des boîtiers. Beaucoup passent par vous pour changer de boîtier, beaucoup s'intéressent à l'éthanol, envisagent d'en consommer à cause de la flambée des prix. Vous le remarquez ça depuis 1 an, 2 ans ? Oui, il y a véritablement une croissance exponentielle de la demande. À titre de comparaison, on a vendu 16 000 boîtiers au mois de mars, alors qu'on en avait vendu 16 000 sur toute l'année dernière, qui était notre meilleure année historique. Donc c'est vraiment un grand engouement pour ce produit qui prend de plus en plus de place dans notre activité, puisque notre cœur de métier, c'est le décalaminage par injection d'hydrogène. Et aujourd'hui, on est quasiment à 50-50 entre l'éthanol et l'hydrogène. Ouais. Alors tiens, parlons du décalaminage. Tiens, vous connaissiez, j'imagine, Karine Bonnet, Geoffrey Michalak, Joël Sanseigne, le décalaminage. Geoffrey ? Oui, c'est qui est une méthode pour effectivement, on va dire, je vais le dire avec mes mots, mais nettoyer un peu les entrailles du moteur. Effectivement, c'est d'ailleurs parfois des procédés auxquels nos clients font appel suite à une mise en contre-visite pour pollution excessive du véhicule. D'accord. Jérôme Loubert, il a bien expliqué, c'est bien résumé. Tout à fait ça, c'est une méthode qui est non invasive, on ne va pas faire de démontage de pièces et donc c'est fait pour nettoyer, pour dépolluer, le terme c'est décalaminer, donc retirer les résidus charbonnés qui s'accumulent dans votre moteur kilomètre après kilomètre. Ce sont des moteurs thermiques à combustion qui créent des suies comme une chaudière. On a l'habitude de ramoner sa chaudière mais on ne nettoie pas son moteur. C'est vrai, si on ne décalamine pas à long terme, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est quoi ? C'est des pannes ? Alors oui, premièrement, c'est le sujet aujourd'hui, c'est un refus au contrôle technique. Le contrôle technique s'est durci au travers d'une norme qui s'appelle la NFR 10025,
qui fait qu'aujourd'hui, pour passer votre contrôle technique, la grande majorité des véhicules doivent avoir une valeur d'opacité des fumées, donc à l'échappement, des gaz d'échappement, qui est la valeur plaquée lors de l'homologation du véhicule. Et vous n'avez pas le droit d'avoir une dérive par rapport à cette norme. Donc il faut nettoyer votre moteur pour rester au plus bas en termes des émissions polluantes. Quand vous dites avec le temps, ça s'encrasse au bout de combien de temps, par exemple, à quel âge ça s'encrasse? Quand une voiture a 10 ans, par exemple? Aujourd'hui, vous seriez surpris de voir que certains voyants moteurs de filtres à particules s'affichent avant 1000 km pour des gens qui roulent avec diesel uniquement en ville. Puisqu'aujourd'hui, les filtres à particules ne sont pas du tout faits pour faire de petits kilométrages ou de petits trajets. Et donc, ces voitures ne sont pas adaptées, des problèmes arrivent. Alors, des refus au contrôle technique, des voyants moteurs, mais parfois des pannes plus importantes sur des vannes GR, des filtres à particules, des turbos, peuvent être extrêmement coûteuses, jusqu'à 2000, 3000 ou 4000 euros de réparation. D'accord. C'est-à-dire que si le contrôle technique ne peut pas donc accepter la voiture, on a bien compris, parce qu'il faut la décalaminer, combien ça nous coûterait? Alors, on invite les automobilistes à faire du décalaminage préventif, de faire de la maintenance préventive. C'est comme ces pneus, on évite de les changer au témoin. Le décalaminage, on essaye de le faire avant la panne ou avant le refus au contrôle technique. Et là, on est sur des prestations préventives aux alentours des 79 euros. D'accord. Et puis, il peut y avoir des prestations plus chères puisqu'elles nécessitent une prestation qui est là curative pour régler un problème d'émission trop importante, de surconsommation, de fumée noire, de voyants moteurs ou de pièces très encrassées. Et là, ça peut être 99, 149, voire même 299 euros. Mais une chose est sûre, c'est toujours extrêmement rentable comme solution, puisque ça vous coûte toujours beaucoup moins cher que une réparation coûteuse ou une panne extrêmement coûteuse. Ouais. Alors, on parlait avec Karine Bonnet, Geoffrey Michalak et Joël Sanseigne tout à l'heure, du remplacement du parc automobile avec le tout électrique, les hybrides. Qu'est-ce que ça va changer dans une dizaine d'années pour vous et Flex Fuel Energy Europe, ce parc automobile qui change, ce 100% électrique? Quel impact sur vous? Alors 100% électrique, nous, on est assez dubitatif sur cette transition. Aujourd'hui, tous les chiffres montrent que même avec des hausses de vente de véhicules électriques, on aura une part qui restera mesurée dans les années à venir, dans les décennies à venir. En revanche, on aime beaucoup, nous, tout ce qui est véhicules hybrides, puisque ce sont des véhicules qui s'arrêtent, repartent en permanence. Ce sont aussi des nouvelles motorisations d'injection directe, donc ce sont des essences qui s'encrassent autant, voire plus que les diesels. Donc ce sont des véhicules sur lesquels nos technologies sont intéressantes. Et puis évidemment, tous les véhicules hybrides sont généralement des véhicules essence. Et donc là, on revient sur notre autre métier qui est la conversion au bioéthanol et qui permet évidemment de convertir ces véhicules hybrides à l'éthanol. Donc on a les meilleurs des deux mondes. Bon, quand vous êtes dubitatif, c'est-à-dire le 100% électrique en 2035, vous n'y croyez pas du tout, c'est ça? Pas une seule seconde. D'accord. Mais est-ce qu'on y arrivera un jour? On y arrivera un jour au 100% électrique, Jérôme Loubert? Peut-être au 100% hydrogène. 100% hydrogène, peut-être. Peut-être à autre chose, mais en tout cas, l'électrique aujourd'hui, au vu de la capacité du réseau, un grand patron français, Carlos Tavares, en parle souvent. Oui, c'est vrai. Les voitures, on est prêt, mais l'infrastructure, on n'est pas prêt, et l'énergie, on n'est pas prêt non plus. Donc, il y aura probablement d'autres alternatives. Nous, on est de grands fervents de la diversité dans le parc. Un peu de diesel, un peu d'électrique, un peu d'hydrogène, un peu d'éthanol, un peu de GPL. Et tout ça pour des utilisations qui sont bien différentes. Ici, vous êtes d'accord avec Jérôme Loubert, Karine Bonnet? Ah bah oui, complètement, parce que ça reflète ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, sur l'évolution du parc qui va être certainement plus progressive qu'on le pense. Et moi, je crois à un parc plus hybride, sans parler d'un parc d'hybridation, mais plus hybride, effectivement plus mixte, qui est à l'image de ce qu'on contrôle aujourd'hui. Après, les proportions vont bouger, mais on a déjà... Mais sur la proposition de garder des voitures, parce que c'est ce que vous dites, Jérôme Loubert, vous voulez garder, vous, par exemple, des voitures diesel, des voitures essence? La première des écologies, c'est d'éviter de racheter du neuf et de mettre à la casse les anciennes. Donc ça, c'est évidemment quelque chose sur lequel nous, on est très présents. Proposer des solutions de transition énergétique, des solutions pour rendre plus vertueux les véhicules qui sont actuellement dans le parc. Et donc le décalaminage d'hydrogène, c'est véritablement ça, puisqu'aujourd'hui, vous faites un décalaminage sur votre voiture, en moyenne, vous allez abaisser de 75% les émissions polluantes. Donc là, vraiment, vous faites un geste immédiat pour la planète, mais aussi pour votre porte-monnaie, puisque en polluant moins, évidemment, votre combustion est meilleure, donc vous consommez moins. Et en moyenne, ce qu'on regarde aujourd'hui, uniquement sur votre consommation, vous allez faire une prestation à 79 euros et ça va vous rapporter environ 100 euros sur l'année en termes de gains de consommation. Et ça, c'est sans parler des économies que vous allez faire sur la maintenance, puisque évidemment, quand vous allez avoir une vanne EGR ou un filtre à particules à remplacer, ça va vous coûter très cher.
et regretterait de ne pas avoir fait de dépollution moteur préventive. Merci en tout cas, merci à vous pour ces explications. C'était très clair. Jérôme Loubert, directeur du développement Europe de Flex Fuel Energy. Merci à vous, Karine Bonnet. Merci, directrice générale de DECRA. Geoffrey Michalak, directeur technique et formation de SGS France. Merci beaucoup. Puis merci à vous. Et puis Joël Sansen qui était avec nous, vice-président contrôle technique Mobiliance et gérant de centre de contrôle en Franche-Comté. Bonsoir Alex Priam. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir à vous. Dernière journée donc de la phase régulière de Pro D2 dans quelques minutes à suivre avec vous et votre équipe. Enjeux multiples donc pour le top 2, le top 6 et le maintien. Tout va se jouer ce soir, Alexandre. Ouais, effectivement, tout va se jouer ce soir, c'est le cas de le dire, avec 8 matchs en direct, en simultané, coup d'envoi à 20h45, mais on est ensemble dès 20h avec toute l'équipe Sud Radio qui s'est rassemblée en studio aujourd'hui. Philippe Spanghero, Julien Thomas, Alain Yardet sera aussi avec nous. On va vivre cette dernière journée de Pro D2 avec énormément de suspense, effectivement. Philippe, comme tu le disais, le maintien va se jouer entre Bourg-en-Bresse et Rouen, le top 6 entre Carcassonne, Colomiers, Nevers notamment, et puis on n'oublie pas non plus Aix-en-Provence, et puis le top 2 entre Oyonnax et Bayonne. Il y aura des enjeux sur les 8 terrains et on sera partout. C'est ça aussi l'avantage de Sud Radio, la radio du rugby, la Pro D2 qu'on suit évidemment chaque semaine. Et voilà, à suivre en direct sur Sud Radio dans quelques minutes avec vous et vos équipes. Alexandre Priam, à tout de suite.